Allez, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble encore pour une demi-heure et d'ici là, dans l'actualité, nous allons notamment parler surendettement des Vendéens. Un surendettement qui a eu tendance à baisser significativement en 2021. La Banque de France parle même de baisse record du nombre de dossiers déposés. Nous verrons donc dès le début du journal la typologie de cette situation dans le département. Dans la rubrique Asso, ce matin, nous prenons la direction de la Faute-sur-Mer. Nous allons à la rencontre des boulistes de la Boule en Bois qui, plus que jamais, ont besoin d'adhérents à l'année et pas seulement des estivants. Puis enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre invité du jour tout au long de la matinée sur l'antenne de TV Vendée, mais aussi sur les différents replays. Bruno Gaborio est le vice-président de la Fédération nationale des associations des directeurs d'EHPAD au niveau de la Vendée. Il est le secrétaire adjoint au niveau national et il est venu à l'instant nous apporter son témoignage dans un contexte où la prise en charge de nos aînés est mise sur le devant de la scène depuis la sortie il y a quelques jours du livre choc Les Fossoyeurs. Ça, c'est pour l'aperçu de ce qui nous attend ou de cette matinale. Maintenant, on va regarder la météo ensemble pour voir comment s'habiller aujourd'hui. C'est un temps plutôt variable, vous le voyez. Alors, vous pouvez prendre un pull, pas forcément très gros. En revanche, l'accessoire à ne pas oublier ce matin, c'est bien le parapluie, oui. Donc sortez couvert avec des bottes aussi, ça peut être pratique. Du côté des températures, vous le voyez, il faisait un petit peu froid au réveil, c'est normal, on est au mois de février, 3 degrés dans les terres, 7 sur la côte. Cet après-midi, ce sera le même programme, vous pouvez garder les bottes et le parapluie. En revanche, il y aura moins de soleil, donc rajoutez une autre couche. Les perturbations vont arriver par la côte, elles se répartissent sur l'ensemble de la Vendée. Et donc, vous pouvez sortir, mais bien protégé. Du côté des marées, à présent, regardons un petit peu ce qui se passe. Alors, contrairement aux coefficients qui sont en train de remonter, la marée, elle, est toujours en train de baisser. Basse mer, 10h15, donc en milieu de matinée. Les prochaines fortes marées, notez-le si vous aimez la pêche à pied notamment. Alors, en février, c'est un petit peu décevant et c'est prévu en fin de semaine. Donc, on va très vite en reparler. En revanche, les prochaines grandes marées tout court, elles sont prévues début mars. Enfin, nos marchés. On va afficher la carte des marchés du mardi, voilà. Exemple, Chaland, Brême-sur-Mer, Dompierre-sur-Yon ou encore Chantonnay. Ce sont quelques-uns de vos points de chute possibles pour les rendez-vous avec les producteurs locaux de ce mardi. Chantonnay, par exemple, ça commence tout juste, c'est à 8h30 et ça se poursuit jusqu'à 13h. Ça se passe au Halles de Chantonnay. Souhaitons une bonne fête aux Claude et tous ses dérivés, les Claudettes, les Claudia, les Jean-Claude ou encore les Marie-Claude, puisque nous sommes le 15 février. On gagne encore une fois 3 minutes d'ensoleillement et le soleil se couchera ce soir à 18h30. Passons maintenant au journal. Et nous commençons donc en parlant surendettement. Comme tous les ans, la Banque de France a fait son point de situation en Vendée sur les 12 derniers mois. Parmi les choses à retenir, le nombre de dossiers qui est en baisse par rapport à 2019, juste avant la crise sanitaire. Sur 100 000 Vendéens, 174 sont actuellement en situation de surendettement. Les explications d'Alexandre Debray. Un compte-rendu marqué par un chiffre 1001. 1001, c'est le nombre de dossiers déposés concernant le surendettement dans le département. C'est un chiffre à la baisse puisqu'il y a 2 ans, en 2019, ce chiffre était de 1284 contre 1001. Donc une tendance à la baisse depuis plusieurs années, mais vous le savez, la crise sanitaire fait planer le doute d'une inflation peut-être trop forte. Pour la Banque de France, cette inflation ne devrait pas dépasser 2% et ne devrait donc pas impacter le nombre de surendettements dans le département. On reste attentif à tous les éléments, mais aujourd'hui, aucun capteur ne nous dit que c'est en train d'augmenter. Mais l'inflation, vous l'avez dit, le coût d'énergie, le coût de l'essence, pourrait entraîner des situations de surendettement nouvelles. Nous travaillons en collaboration avec les travailleurs sociaux et nous sommes à l'écoute pour savoir si effectivement il y avait une inflexion en ce sens. Le deuxième enseignement, ce sont les profils des surendettés. Peu de flambeurs ou de personnes ayant souscrit à des crédits à la consommation. A contrario, on retrouve beaucoup de célibataires, de familles monoparentales et puis ce que la Banque de France appelle les accidents de la vie. Les accidents de la vie, ce sont les personnes qui se séparent, divorcent ou se retrouvent veuves ou veufs. Et puis il y a ceux qui découvrent le chômage. Pour toutes ces personnes dont le surendettement devient une peur au quotidien, n'hésitez pas, faites-vous aider. Il ne faut pas avoir de crainte, la Banque de France et tous les acteurs sont là pour ça.
C'est vrai qu'il y a de la pudeur, mais il faut aller voir un travailleur social. Un travailleur social, l'avantage, c'est qu'il va prendre la situation en totalité. Il va regarder effectivement les aides auxquelles a droit la famille, il va peut-être faire une démarche pour avoir un habitat social, il va peut-être activer des primes d'activité, toutes les ressources CAF, pour pouvoir mettre en place toutes les ressources nécessaires auxquelles a droit la famille. Et si vraiment la situation ne permet pas de trouver des ressources suffisantes, on va mettre en place un plan de surendettement. Et puis un dernier chiffre, sur les 1001 dossiers transmis dans le département, 32% ont bénéficié d'un effacement total de la dette. Si vous êtes victime de surendettement ou que vous voulez plus de renseignements, rendez-vous dans l'un des 4 points conseil budget de Vendée. Là-bas, ils vous accueilleront et pourront vous aider quant à votre situation. Enfin, notez que sur le millier de dossiers déposés, quasiment 7 sur 10 ont réussi à établir un remboursement pluriannuel sur 7 ans. Aujourd'hui, nous sommes le 15 février, c'est donc à partir de ce mardi que vous risquez de perdre votre passe vaccinal si vous n'avez pas eu votre dose de rappel anti-Covid entre 3 et 4 mois après la deuxième dose. Un calendrier précédé il y a quelques jours d'annonces visant à assouplir le protocole sanitaire actuellement en place. Les enfants notamment n'auront plus à porter le masque dans la cour à partir de lundi prochain après les vacances scolaires. Un masque qui ne sera plus nécessaire non plus à partir du 28 février dans les lieux clos soumis justement à ce pass vaccinal. Des annonces qui passaient plutôt bien ce week-end dans les rues de La Roche-sur-Yon. Pierre Dalicieux. Comme un vent de liberté dans les rues de La Roche-sur-Yon ce samedi matin, la pandémie est toujours là, mais les derniers chiffres plutôt bons donnent le droit de rêver un peu à un monde sans masque, notamment chez ces collégiens. Ça commence à être bien de l'enlever, quoi. Ouais. C'est une bonne nouvelle, quoi. On est content de plus l'avoir, quoi. Avec le soleil, les gens retrouvent le sourire. Il faut dire que depuis 2 ans, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Alors pour 2022, tout le monde a envie d'être optimiste. Ça va en s'améliorant, c'est sûr. On sent que les gens sont plus détendus. Puis c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, surtout pour les enfants qui supportaient plus les masques, en fait. Et puis les beaux jours arrivent, donc ça va avec. Puis les élections approchent, donc je pense que le gouvernement va lâcher aussi. Pour cette professeure d'espagnol, mais aussi maman, la fin du masque pour le moment dans la cour d'école est une très bonne nouvelle. En tant que professeur de langue, c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait besoin de pas que les élèves puissent voir la bouche, ce qu'on fait, etc. Pour les petits, c'est important aussi parce que là, les filles, elles vont rentrer à l'école bientôt et elles ont besoin du contact. On a besoin de voir les autres, de voir les expressions pour communiquer. Donc ça, c'est important. Certains commerçants retrouvent le sourire aussi, comme dans cette épicerie fine du centre-ville. Depuis une semaine, les gens sont de plus en plus contents. Est-ce que c'est les effets comme quoi il y a quelques restrictions qui vont partir? Et c'est vrai qu'on les sent un petit peu plus joyeux, un petit peu plus, ils sortent un petit peu plus. Alors moi j'ai vu ça depuis une semaine. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est les annonces du gouvernement qui fait ça? Je sais pas. C'est une très bonne nouvelle. Les gens vont sortir un petit peu plus. Ils vont se sortir un petit peu plus entre parenthèses protégés. Ils vont se dire voilà, ils seront un petit peu plus libres. La pandémie n'est pas terminée, mais avec les allègements des contraintes annoncées un peu partout, pour le moment, tout porte à croire que l'on est sur la bonne voie. Un mot de politique également avec la création de ce comité de soutien à Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle. À un peu plus de 50 jours du premier tour maintenant, une réunion était organisée en fin de semaine dernière pour soutenir le président de la République, président qui ne s'est pas encore porté officiellement candidat à sa propre succession. Parmi les personnalités présentes, Luc Boire, le maire de La Roche-sur-Yon, ou encore les députés vendéens Stéphane Buchou, Martine Le Guy-Ballois, Patrick Loiseau et Pierre Henriet. Ce comité de soutien, il est composé avant tout d'élus locaux, pour l'instant, au début, de maires, d'adjoints, de conseillers municipaux, pour démontrer l'ancrage territorial de la majorité présidentielle. Son rôle est d'en appeler à la candidature, de travailler sur le terrain à la réélection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, nous l'espérons fortement, annoncera prochainement sa candidature. Nous le souhaitons, nous l'appelons. Emmanuel Macron a un bilan solide. Ce bilan doit être poursuivi, son action doit être poursuivie.
Notez que l'élection du prochain président de la République est prévue les 10 et 24 avril prochains. Et puisqu'on parle de la présidentielle, eh bien c'est confirmé. Valérie Pécresse, candidate LR, devrait être en Vendée jeudi. Elle participera notamment à une réunion publique le soir à la Longère de Beaupuy sur la commune de Mouilleron-le-Captif. On va partir à Mortagne-sur-Sèvre pour terminer. C'est là que s'est tenu dimanche le rallye des givrés. Plus de 200 voitures du XXe siècle, le double de passionnés qui se sont retrouvés pour faire tout un circuit dans le Haut-Bocage et partir ainsi à la rencontre des habitants entre Mortagne et Sèvremont, une journée à laquelle a pris part Grégoire de Châtillon. Voici une belle américaine. C'est une Chrysler New Yorker de 1955 qui vient du Canada et on l'a depuis 4 ans. C'est une Renault 6, les premières sorties de Renault 6, elle est 70, c'est une mai 70. Des véhicules anciens qui débarquent entre deux balades pour une pause ici, sur ce parking. Le rallye des givrés, c'est sûr, ne passe pas inaperçu. Il y a un panachage très très varié de véhicules anciens. La doyenne date de 1910, la plus récente des années 90. On dit qu'on balaye un petit peu 80 ans d'histoire automobile. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des cyclomoteurs, des motos. Vous avez vu, il y a des poids lourds aussi même. Donc non, c'est très très varié et c'est ce qui fait, je pense, aussi un petit peu le succès de notre manifestation. Ici, une moto anglaise BSA B31 de 1952. Cette voiture, elle, est une Amilcar C3 de 1933. Amilcar, c'est une marque française qui était fabriquée à Saint-Denis, en région parisienne en fait, et qui a commencé en faisant des cyclocars, des voitures, on va pas dire bon marché, mais des voitures populaires dans les années 20. Et celle-ci date des années 30, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé à faire des carrosseries plus cossues, donc des petits coupés. 250 véhicules anciens exposés dans un même lieu, cela fait venir les curieux, tout comme les amateurs de belles mécaniques. C'est sympa, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. On est passionnés, donc voilà. Et c'est très chouette, et puis à Mortagne, ça fait vivre notre ville, c'est trop chouette, c'est trop bien. Un événement convivial qui a réuni environ 500 participants, des passionnés qui avec leur véhicule ont parcouru 110 km à travers les routes du Haut-Bocage. Et pour terminer ce journal, nous allons maintenant retrouver Fanny sur le plateau météo pour faire le point sur les prévisions de ce mardi. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de météo. Le temps s'annonce globalement instable avec des averses qui vont rythmer notre journée jusqu'en milieu de semaine. Ensuite, l'anticyclone devrait se rapprocher de nouveau de notre région. Nous en reparlerons. En attendant, ce mardi 15 février, les nuages circulent toujours dans notre ciel vendéen. Quelques averses sont également possibles par endroits, mais n'oublions pas aussi les petites éclaircies qui s'annoncent plus généreuses, notamment le long des côtes. Les températures affichent une moyenne de 3 degrés seulement à la Châtaigneraie, 4 degrés partout ailleurs dans les terres, 9 degrés sur le pays des Olonnes et 10 sur les îles. Dans l'après-midi, les éclaircies deviennent de plus en plus timides et les averses se renforcent sur l'ensemble du département. Attention, en soirée, le temps s'annonce même pluvieux et à noter également que le vent souffle fort de secteur ouest-sud-ouest. Il peut grimper jusqu'à 60 km/h dans les terres et 80 en bord de mer. Concernant le mercure, on attend une moyenne de 11 degrés sur l'ensemble du département, hormis à la Châtaigneraie qui, vous le voyez, obtient 10 degrés seulement. La suite du programme, eh bien mercredi, la journée reste couverte du matin jusqu'au soir. Le vent ne faiblit pas et les rafales peuvent encore atteindre les 80 km/h. Le mercure sera adouci considérablement au réveil. On compte un minimum de 11 degrés dès l'aube et 14 au meilleur de la journée. Jeudi, les nuages se maintiennent en matinée. Quelques averses sont à prévoir sur les côtes dans l'après-midi. Ailleurs, le temps va rester voilé. Le vent est toujours sensible, rafale attendue 65 km/h. Quant aux températures, on compte de 11 à 13 degrés. Et puis vendredi, eh bien en matinée, le brouillard résiste, s'ensuit un ciel variable avec des passages ensoleillés et passages nuageux. Pour l'après-midi, les rafales ont du mal à faiblir. Concernant les températures, eh bien on compte de 9 à 15 degrés. On revient notre mardi 15 février. N'oubliez pas de souhaiter une très belle fête à tous les Claudes. Le soleil nous accompagne de 8h08 à 18h30. Les coefficients de marée sont de 68 et 73. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse journée ainsi qu'une très bonne semaine et rendez-vous bientôt sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo.
Merci Fanny, il est 9h moins le quart tout pile maintenant sur le plateau de la matinale. On va passer au plus de l'info. Un plus qui s'intéresse aujourd'hui au glaucome, cette maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision. 1 million de personnes seraient concernées en France. Les premiers stades de la maladie passent souvent inaperçus, d'où l'importance d'un contrôle régulier. Le bus, c'est un bus qui est organisé, dont le dépistage tourne sur plusieurs villes de la France. Et c'est l'UNADEF qui décide des villes qui seront proposées sur l'année en cours. Donc on a déjà fait plusieurs villes, Perpignan, voilà, où j'ai fait ce dépistage-là. C'est une maladie du nerf optique qui a plusieurs facteurs, dont un facteur principal, c'est l'hypertonie oculaire. C'est-à-dire que dans l'œil, il y a trop de pression oculaire. Voilà. Et c'est une maladie donc, qui ne fait pas mal, sauf si la pression oculaire était très, très intense. Mais à ce moment-là, le patient va consulter en urgence. Et le glaucome chronique est quelque chose qui ne fait pas mal du tout. Donc si on ne mesure pas la pression oculaire, on ne sait pas que le nerf optique s'abîme tranquillement, jusqu'à ce qu'il soit très abîmé. Le dépistage est vraiment fondamental parce que vous avez vu, c'est une petite mesure simple, une photo du fond d'œil et on voit déjà les signes précurseurs d'un glaucome. On va avoir évidemment un glaucome évolué, mais on va déjà se méfier parce qu'il y aura un peu trop de tonus oculaire, le nerf optique n'a plus tout à fait les mêmes couleurs, les mêmes marques. Et ici, on va conseiller aux gens d'aller consulter, mais plus ou moins rapidement en fonction des signes qu'on a vus. Mais donc, il faudrait que les gens, surtout à partir de 45 ans, parce que le glaucome chronique est quand même une maladie liée à l'âge, que les gens consultent en gros tous les 2 ans. Parce que c'est quand même relativement facile à dépister. Après, il y a des examens complémentaires si on a un soupçon, qui vont confirmer la maladie, qui vont voir s'il faut vraiment traiter rapidement, voilà. Mais en dépistage, on a déjà, dans un dépistage, dans le cadre du bus du glaucome, on fait un dépistage qu'on ferait dans un cabinet. Hein. Tous les éléments sont là, quoi. Alors le glaucome se traite globalement par des instillations de gouttes. C'est un collier qu'on met dans l'œil tous les jours. 1 ou 2 fois par jour en fonction de la molécule qui est utilisée. Ça, c'est l'ophtalmologiste qui, évidemment, choisit sa molécule en fonction des signes du patient. Et puis, il y a besoin d'une surveillance étroite. Donc, globalement, la personne à qui on dépiste un glaucome ou une menace de glaucome, on va le voir 2 fois par an avec des examens complémentaires qui sont le champ visuel et un autre examen qui est l'OCT, qui va mesurer comment fonctionne le nerf optique, parce que là, on a une photo, mais avec ces 2 éléments, on va voir la fonction du nerf optique. Et c'est un plus de l'info à retrouver maintenant sur notre site internet tvvendée.fr. On prend la direction maintenant de la Faute-sur-Mer. Alors, la Faute-sur-Mer, commune désormais déléguée depuis le 1er janvier, puisqu'on dit désormais l'Aiguillon, la Presqu'île. C'est là que s'est rendu Alexandre Debray à l'appel de l'amicale de la Boule en Bois. La problématique de cette association, c'est pas son nombre d'adhérents, il y a près de 80 personnes qui sont adhérentes, mais c'est plutôt la saisonnalité de ces derniers. Les joueurs, ils sont tous là l'été. En revanche, l'hiver, Marc se sent un petit peu seul, regardez. Bonjour à vous. Et bienvenue à l'amicale des boulistes, la Boule en Bois de la Faute-sur-Mer. C'est une histoire qui a commencé en 1979, date de sa création, de l'amicale. Et ensuite, le bâtiment par lui-même a été terminé en 1980 et inauguré en 1997. Justement, vu qu'on est devant, est-ce qu'on pourrait aller visiter l'intérieur? Parce qu'il a l'air très chouette ce boulodrome quand même. C'est un boulodrome, c'est comme ça que ça se prononce. Absolument, c'est un boulodrome. D'accord. Alors donc, dedans la particularité aussi, c'est que vous jouez uniquement aux boules en bois. Quelles sont les règles de la boule en bois? Vis-à-vis de la pétanque, c'est pratiquement les mêmes règles du jeu. La seule chose qu'il y a, c'est que nos boules, on les lance pas, nous les faisons rouler. Alors il y en a qui ont des striures, c'est pour reconnaître uniquement les équipes.
Alors elle est composée d'un trou qu'on voit là, ce qu'on appelle le contrefort, et le fort qui est là, qui permet de diriger la boule. Nos boules à nous sont en azobé. C'est un bois des forêts équatoriales et qui n'a pas besoin, qui a moins d'entretien que le chêne. Alors cette salle, elle respire quand même la convivialité. Donc vous êtes 77 adhérents, ce qui est énorme pour une petite ville, mais le problème c'est que l'hiver vous êtes tout seul. Et donc vous avez besoin d'aide. Voilà, absolument. C'est-à-dire que je recherche beaucoup de personnes qui soient à proximité, dans les environs, quoi, de manière à venir nous aider, quoi, parce qu'en hiver on se retrouve tout seul. Mais c'est en hiver, c'est là qu'on a le plus de travail à faire, d'entretien, refaire les terrains, et puis, enfin, tout, quoi. Tout le bâtiment, nettoyer le bâtiment, faire l'entretien, et c'est là qu'on a besoin de personnes. Et le but, c'est d'être prêt pour quand? Si les gens sont disponibles tout de suite, ils peuvent venir. Okay. Ils seront très bien accueillis. Alors si ça, c'est pas un vrai appel à l'aide, si vous êtes du côté de l'Aiguillon-la-Presqu'île, vous l'avez compris, que vous pouvez donner un tout petit coup de pouce à Marc cet hiver, ne serait-ce que pour entretenir la salle ou les terrains donc dédiés à la boule en bois, eh bien les coordonnées sont à retrouver dans la chronique qui sera mise dans la journée sur notre site internet. Merci pour lui. Passons à l'extrait du jour. On va découvrir ensemble l'invité de Backstage de ce 15 février. Les invités même, puisque David Auvinet revient sur les 20 ans de Frissons d'hiver, le festival des herbiers qui est relancé début mars. 20e édition. Franchement, ça perdure, c'est beau. C'est un beau travail. Et tu étais là depuis le début. Qu'est-ce que ça fait de voir, Marie, ce festival qui va fêter son 20e anniversaire? C'est chouette, on est fiers, on est contents. Bien sûr. On est content parce qu'en plus les équipes elles ont changé, enfin c'est normal parce qu'on a grandi, on a connu des enfants qui ont arrêté l'assaut même s'ils sont pas très loin parce que la plupart, même ceux qui étaient dans le bureau et puis qui sont pas du tout dans l'association aujourd'hui, viennent quand même au festival, enfin s'y intéressent toujours, enfin la plupart en tout cas. Donc c'est bien, puis après de voir les plus jeunes qui arrivent, c'est cool parce qu'ils apportent des choses nouvelles et puis des fois dans les groupes c'est vrai qu'on est un peu largués quoi en termes d'actu et puis donc ils apportent toute cette fraîcheur donc c'est hyper intéressant. Parlons groupe, Marie. Ouais. Je rappelle, ou on indique au public que c'est le 4 et 5 mars prochain avec, pour le 4 mars, Mégane, il y aura qui? Il y aura donc Trigo Combo, un groupe local de musique. Ben Rose, un magicien, un public plutôt enfant familial, famille. D'accord. Ça se passera où le 4 mars? Il y a deux salles différentes. Marie, parle-nous de la salle du 4 mars. Le 4 mars, ça sera au théâtre Pierre Barou. Donc aux Herbiers, juste à côté de la salle d'Herbauges. Et le samedi soir, ça sera dans la salle d'Herbauges. Donc du coup, voilà, juste à côté. Donc Ben Rose. Magicien, Tricot Combo, un mot sur Tricot Combo que tu connais particulièrement. Oui, ils sont géniaux. Ça, c'est évident. On les adore. On va les recevoir prochainement, d'ailleurs, pour la sortie de leur nouvel album. Et donc le festival Frissons d'hiver, c'est le 4 et 5 mars prochain à l'espace Herbauges ou juste à côté aux Herbiers. Avant de passer pour la dernière fois de cette matinale au jeu, faisons un point sur les deux principaux titres développés depuis 7 heures. On commence avec le surendettement. Comme tous les ans, la Banque de France a fait son point de situation en Vendée sur les 12 derniers mois. Parmi les choses à retenir, le nombre de dossiers est en baisse par rapport à 2019, juste avant la crise sanitaire. Donc 1001 dossiers ont été déposés contre un peu plus de 1200 lors du précédent relevé. Sur 100 000 Vendéens, 174 sont en situation de surendettement et 2 tiers ont entre 25 et 54 ans. Et puis nous sommes le 15 février, c'est donc à partir d'aujourd'hui que vous risquez de perdre votre passe vaccinal si vous n'avez pas eu votre dose de rappel anti-Covid entre 3 et 4 mois après la deuxième dose ou si vous n'avez pas attrapé le Covid. Un calendrier précédé il y a quelques jours d'annonces visant à assouplir le protocole sanitaire actuellement en place. Les enfants notamment n'auront plus à porter le masque dans la cour à partir de lundi prochain. Masque qui ne sera plus nécessaire non plus à partir du 28 février pour tout le monde dans les lieux clos soumis justement à ce pass. On se tourne maintenant vers le jeu de la matinale.
avec une question qui nous emmène au grand large. Regardez les images de ce reportage qu'on a diffusé la semaine dernière dans le JT avec Benjamin Dutreux qui était en train de réceptionner son nouveau bateau pour les futures courses au grand large. Alors ce bateau, il n'est pas neuf, il a une précédente carrière, c'est souvent le cas. D'où la question en 2016, qui était aux commandes de ce bateau que vient de rapatrier Benjamin Dutreux en Vendée? Qui était à la barre? L'indice du jour 2016 marque justement sa 5e participation au Vendée Globe, à ce skipper ou cette skippeuse mystère. À la clé, 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 laissez-passer pour le musée national Clémenceau de Lattre. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, comme d'hab, à partir de 7h en direct. Et on se quitte donc avec la découverte d'un 2e extrait du groupe vendéo-nantais Désert Désir. Hier, c'était Amour Amour. Et là, c'est Flash avec un clip qui a un petit peu l'ambiance d'Indochine. Allez, on se retrouve demain. Très bonne journée. C'est carré dans les clubs, je les vois syncoper.